Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, c'est pas vraiment une nouvelle capsule puisqu'on va revoir ici une notion qui a déjà été abordée en début d'année, c'est le phénomène de réfraction qui va nous être utile dans nos prochaines activités. Alors, pour rappeler ce phénomène de réfraction, nous allons tout d'abord regarder une expérience, l'expérience qui consiste à diriger un faisceau laser vers de l'eau par exemple. Donc ici sur mon schéma, pour dessiner le trajet du faisceau laser, je dessine une ligne orientée qu'on appelle le rayon lumineux. Donc j'indique ici l'orientation de cette ligne, c'est-à-dire le sens de propagation de la lumière. Et nous regardons ce qu'il se passe lorsque la lumière passe de l'air à l'eau. Donc ici, je vous mets une image, une photographie du phénomène observé, et on s'aperçoit que le faisceau laser a été dévié, d'accord, puisque si je trace une ligne correspondant au trajet initial de la lumière, on voit très bien que le faisceau laser a été dévié lorsqu'il a traversé l'eau. On dira donc que la lumière a été réfractée lorsqu'elle est passée de l'air à l'eau. Alors pour étudier ce phénomène de réfraction, nous avions introduit du vocabulaire et nous allons donc rappeler ces définitions. Alors tout d'abord, il y a réfraction lorsqu'il y a un changement de milieu de propagation de la lumière. Donc je vais dessiner ici une ligne qui représente la surface séparant deux milieux transparents, par exemple l'air et l'eau. Donc on aura le milieu 1, dans l'expérience précédente c'était l'air, et le milieu 2 qui était l'eau. Cette surface de séparation, on lui a donné un nom, on appelle cette surface le dioptre. Et donc, si je trace un rayon lumineux, comme ceci, le rayon lumineux qui représente le trajet du laser, donc c'est une ligne orientée, on avait appelé cette ligne orientée le rayon incident. Alors ce rayon incident frappe le dioptre au point d'incidence qu'on note I, et le rayon lumineux qui sort du dioptre et donc qui traverse le milieu numéro 2 est appelé le rayon réfracté, et ce rayon ne suit plus le trajet initial du rayon incident. Voilà. Ensuite, pour étudier le phénomène de réfraction, nous avons introduit des angles par rapport à une droite imaginaire qu'on appelle la normale. Donc la droite que je vais représenter ici en pointillé, qui est perpendiculaire au dioptre et qui passe donc par le point d'incidence. Et donc nous avons défini deux angles. L'angle que je vais représenter ici, qu'on appelle l'angle d'incidence, et que l'on note I1. Voici. Donc nous avons mesuré cet angle d'incidence et nous avons également mesuré l'angle par rapport à la normale toujours du rayon réfracté. Cet angle est différent de l'angle d'incidence et on l'a noté I2 et on l'a appelé l'angle de réfraction. Donc il est important pour pouvoir mesurer ces angles de bien définir la normale comme je viens de le faire ici sur le schéma. Donc nous rappelons ici tous les mots de vocabulaire que nous venons d'utiliser. Le dioptre, le rayon incident, le rayon réfracté, le point d'incidence, la normale, et les deux angles, l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Alors nous avons vu qu'il existait une relation entre les deux angles d'incidence I1 et I2, et donc pour rappeler cette relation, nous allons tout d'abord utiliser une animation que vous pouvez vous-même utiliser à l'adresse internet suivante. Alors cette animation vous permet d'observer, alors je vais changer la couleur, vous permet d'observer en fait un rayon lumineux incident, ici à gauche, qui traverse un dioptre, ici vertical, contrairement à tout à l'heure, et nous voyons le rayon réfracté à droite. Donc vous pouvez déplacer le point A et donc déplacer la source lumineuse et observer comment le rayon lumineux est dévié au passage du dioptre. Alors on peut ajouter un rapporteur et faire des mesures précises d'angle d'incidence, toujours par rapport à la normale,
Ici, l'angle I1 vaut 30 degrés. Et je peux mesurer l'angle I2. Donc ici, pour un angle de 30 degrés, on voit très bien que l'angle de réfraction n'est pas égal à 30, il est égal ici à peu près à 17 degrés. Alors, de quoi dépend ce phénomène de réfraction? Nous pouvons, grâce à la simulation, modifier les valeurs des indices des milieux. Les indices des milieux, c'est cette grandeur qui caractérise chaque milieu transparent. Par exemple, pour l'air, l'indice vaut 1, mais suivant le milieu traversé, pour l'eau par exemple, on aura un indice de 1,3, donc ce que je peux régler ici. Voilà, 1,3 pour l'indice. Et par exemple, pour le diamant, on aura un indice bien plus grand, aux environs de 2. Et nous voyons que lorsque cet indice, donc lorsque la nature du milieu transparent change, nous voyons que la déviation du rayon lumineux change. Donc le phénomène de réfraction dépend de l'indice de réfraction des milieux. Donc on se rappellera donc que l'indice de réfraction, c'est cette grandeur que l'on note n, et qui est caractéristique de chaque milieu transparent. En effet, la vitesse de la lumière est différente suivant le milieu transparent traversé. Alors, c'est cet indice qui permet d'évaluer la vitesse de la lumière dans le milieu, puisqu'effectivement, sur des exemples qu'on avait peut-être déjà cités, le plexiglas, c'est-à-dire ce plastique transparent, la lumière se déplace 1,5 fois moins vite que dans le vide. On dira donc que son indice vaut 1,5. Dans l'air, la vitesse de la lumière est presque égale à celle dans le vide, c'est-à-dire 300 000 km par seconde, et donc l'indice de l'air sera égal à 1. Alors si je reviens à ma simulation, avec cette simulation, nous pouvons retrouver le graphe que nous avions réalisé en TP, à savoir, nous avions représenté l'évolution du sinus de l'angle de réfraction en fonction du sinus de l'angle d'incidence. Et nous avons remarqué que, quelle que soit la valeur de I1, nous avions une relation de proportionnalité entre les fonctions sinus. Sinus I1 et sinus I2 étaient proportionnels. Et nous avions remarqué que la pente de cette droite correspondait au rapport des indices N1 et N2, c'est-à-dire les indices du milieu 1 et l'indice du milieu 2 qui est ici. Si je modifie la valeur de l'indice du milieu 2, je modifie bien entendu la pente. Ici, comme le milieu 2 a un indice 2 fois plus grand que le milieu 1, je vois que le rapport N1 sur N2 est égal à 0,5. Et c'est exactement la pente de mon graphique. Ça nous avait permis de trouver une loi qu'on appelle la loi de la réfraction de Descartes, qui nous dit, et on va la réécrire ici, voilà, qui nous dit que le sinus de l'angle d'incidence et le sinus de l'angle de réfraction sont proportionnels, ce qui peut être écrit de la manière suivante. L'indice de réfraction 1 fois le sinus de l'angle d'incidence 1 est égal au produit de l'indice de réfraction du milieu 2 fois le sinus de l'angle de réfraction 2. Donc cette loi, je rappelle qu'elle n'est pas à connaître par cœur, il faut juste savoir l'appliquer lorsqu'on étudie le phénomène de réfraction en classe de seconde. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.